Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Incorrectibles. Tout d'abord, un grand merci. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et à suivre nos émissions. Un très grand merci donc. Alors cette semaine, je suis ravi. Je reçois une personnalité à qui on peut plus que jamais accorder la médaille des incorrectibles tant ses propos suscitent à chaque fois la polémique et font rugir certains bien-pensants adeptes du politiquement correct. Elle est étudiante, très jeune, on ne va pas dévoiler son âge. Elle est arrivée en France en 2017 pour faire des études. Depuis, elle ne cesse de faire parler d'elle. Elle est féministe, activiste très connue dans la diaspora camerounaise. Son domaine de prédilection, c'est la politique. Elle a fait des études de communication politique, mais surtout, vous la connaissez sûrement, car depuis quelque temps, eh bien, c'est une des chroniqueuses stars de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Mais on la reçoit aussi à l'occasion de la sortie de son dernier livre, La France n'est plus la France. Oui, la France mérite d'être aimée. C'est écrit sur le bandeau de couverture de cet ouvrage paru chez les éditions du Verbe Haut. Ça ne s'invente pas. Chère Stella Camia, bonsoir. Bonsoir Eric. Ravi de vous recevoir, de te recevoir, puisqu'on peut peut-être même le dire, hein, pas mentir à ceux qui nous regardent. On se connaît, on s'était vu dans une vie médiatique antérieure. Alors Stella, si ça ne te dérange pas, j'aimerais, comme c'est la coutume dans cette émission, en tout cas depuis quelques semaines, commencer par poser des questions à notre invité sur son origine, sur sa vie. Donc on va commencer donc par te poser des questions sur toi, ton parcours, tes idées, pour donc en apprendre un peu plus sur ta personnalité. Alors cela devrait donner l'occasion bien sûr de te découvrir également à plusieurs personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Donc je le disais, tu es très jeune, moins de 30 ans. Tu as grandi au Cameroun jusqu'en 2017 si je ne me trompe, date à laquelle tu as donc rejoint la France pour poursuivre tes études que tu as dorénavant achevées. Alors première question, si ce n'est pas indiscret de te demander ça, qu'est-ce qu'il te reste de ton enfance et de ton adolescence au Cameroun, Stella? Les souvenirs. Il me reste des souvenirs, certains que j'aimerais oublier plus que d'autres. Mais voilà, après, j'ai gardé de très bons rapports avec des amis et quelques membres de ma famille. Mais sinon, le Cameroun, voilà, c'était une expérience assez particulière de vie. Et ça m'a forgé. Ça a forgé ma personnalité, l'éducation que ma mère m'a donnée. Et le fait que je sois la femme que je suis aujourd'hui, je les lui dois. Oui, parce que on sait qu'après avoir été sous influence allemande jusqu'en 1916, le Cameroun a été sous mandat principalement français et pour une petite partie britannique avant d'être indépendant à partir de 1962. Alors, moi, j'aimerais te demander, est-ce que la culture française est encore fortement présente au Cameroun ? Ce n'est pas qu'elle soit fortement, c'est qu'elle l'est. C'est notre culture. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'effectivement nous ayons approximativement 300 langues vernaculaires, qu'on ait des tribus, qu'on ait des villages, qu'on ait des peuples à part entière, ce qui prime officiellement, ce qui fait cadre, ce qui fait bain de ce que nous sommes, en réalité, c'est la culture française. De tant sur le plan religieux, que sur le plan civique. Quand je parle de civique, je parle d'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en France, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on parle, par exemple, du certificat pour passer de la primaire au collège qui a été supprimé, nous, on l'a encore. Et je pense d'ailleurs qu'un des candidats à la présidentielle le propose dans son programme. En outre, on étudie encore les grands classiques de la littérature, les Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire, Victor Hugo, tous ces grands auteurs-là qui ont fait en fait de la France, nous on l'a encore, le système éducatif, on l'a encore le système de la tenue, on l'a encore le respect des profs, on l'a encore, donc si vous voulez, la culture française, ou ce qui a fait la France, nous on partage la France même si on ne partage pas les mêmes origines. Alors, plus généralement, même si tu étais sans doute un peu jeune pour te rendre compte de ce type d'enjeu, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire le maintien de l'influence française malgré la décolonisation, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, on va dire, là-bas ? Personnellement, non, parce que
Si vous voulez, la France-Afrique, ça reste des concepts que les Africains eux-mêmes ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup de prophètes, comme je les appelle, qui disent énormément de choses. Et ces prophètes-là, d'ailleurs, sont connus dans la diaspora, si je peux me permettre de citer leurs noms. Kémy Séba, Nathalie Yam, tous ces panafricanistes, du moins c'est le titre qu'ils se sont donnés, qui font office d'envoyé du Seigneur pour dire, écoutez, mes chers frères africains, on est vraiment désolés, mais c'est la méchante France qui vous déteste. Mais ça ne reste qu'un concept. Dans les faits, en réalité, quand on vit en Afrique, du moins au Cameroun, on est incapable de déceler qui est France, qui est Afrique, quel est le contrat que tel ou tel a signé et qui impacte clairement notre vie. Parce que on vit au jour le jour. Je dirais même, on survit. Et le fossé qu'il y a entre la classe populaire et la classe bourgeoise, c'est même pas un fossé, c'est le Grand Canyon. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, sincèrement, que quelqu'un qui vive sous le seuil de la pauvreté avec 50 € par mois s'intéresse de savoir quel contrat on a signé, oui ou pas, avec la France, et comment ces contrats-là impacteraient le Cameroun. En réalité, ce sont des gens, au mieux, qui ont fait de longues études, notamment en géopolitique, qui pourraient s'intéresser, parce là, on parlerait quand même du fonctionnement de certaines entreprises, notamment celle de Bolloré, les entreprises françaises assez présentes sur le territoire. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des notions dont on entend parler, mais qu'on ne vit pas spécialement au quotidien. Parce que la plupart des gens s'intéressent plus à ce qu'ils vont faire pour manger, pour nourrir leur famille. Et c'est beaucoup plus viscéral, en fait, qu'en France. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un enjeu. Si on ne travaille pas au jour le jour pour nourrir sa famille, ben, il est possible que le lendemain, on ne se réveille pas. Alors, ce qui est intéressant avec le Cameroun, c'est que ce pays a lui aussi connu une guerre d'indépendance à la même époque que la guerre d'Algérie, entre 1955 et 1962. Pourtant, contrairement à l'Algérie, c'était la Camnia, il semble y avoir un ressentiment, une rancune historique, voire une haine beaucoup moins forte. Comment on explique ça ? Non, je pense que c'est même pas que le Cameroun. En réalité, toutes les anciennes colonies, ou sous mandat, ou sous protectorat, ou sous tutelle de la France, effectivement, ce que moi j'ai appelé un sentiment anti-France. Toi, tu l'as jamais eu, au contraire, tu n'as que de la reconnaissance, enfin de ce qu'on... En réalité, non, si, je l'ai eu. Oui, parce que étant jeune, justement, l'évangile selon lequel il faut détester automatiquement la France, parce que la France nous a colonisés, elle est bien présente, il faut pas le nier non plus, c'est la réalité. Et donc oui, on baigne à l'intérieur, on cultive cette haine-là du blanc, et de prime abord, en réalité, quand on va rencontrer un homme blanc, ou surtout un Français... même du blanc, oui, c'est ça. Oui, je suis obligée de le préciser, oui. On a plus une réaction, je veux dire, épidermique, parce que c'est déjà ancré dans notre cerveau que celui-là, la dernière fois qu'il est venu, il ne voulait pas forcément du bien. Mais effectivement, ça, c'est l'air ambiant qui est empoisonné comme ça, parce que je suis désolée, mais quand on sort du Cameroun, comme moi je suis sortie en 2017, parce que c'est aussi important d'avoir un esprit ouvert, quand on sort du Cameroun et qu'on a un esprit ouvert et qu'on cherche à comprendre un certain nombre de choses, on se rend compte que la réalité est tout autre. Qu'en France particulièrement, les Français, sans vouloir être vulgaire, n'en ont strictement rien à foutre de l'Afrique. Et que les décisions, quelque peu, qui impactent soit l'Afrique, soit la France, sont en réalité des décisions politiques que ni le peuple français, ni le peuple africain, en réalité, n'ont choisi. Ils se sont contentés de subir ou de vivre avec. Voilà. Donc tous les choix, notamment de l'esclavage jusqu'à la colonisation, en passant par toutes les guerres d'indépendance, tout ça c'était des décisions politiques qu'en réalité, nous autres, on n'en a rien à faire. On s'est contenté de subir en fait ces décisions politiques-là. Et tes amis, tes proches là-bas, quelle est leur vision de la France et des Français ? Au travers de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont compris un certain nombre de choses, parce que on va pas se mentir non plus, il y a une certaine diaspora camerounaise qui fait énormément parler d'elle, et pas de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette anecdote-là. Quand moi j'arrivais en France, j'avais honte de dire que j'étais camerounaise, parce que quand tu disais que tu étais camerounais ou camerounaise, ton image était assimilée à celle d'un escroc ou d'une prostituée, si je peux utiliser ces expressions-là. Et c'est une image, comment dire, une réputation qui ne fait pas forcément plaisir, parce que
il n'y a pas que des prostituées, il n'y a pas que des escrocs, il y a aussi des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a des médecins. Mais une chose est vraie, c'est que quand ces personnes-là deviennent justement des cadres de la société, ce qu'ils font, et je leur donne raison à ce niveau-là, c'est qu'ils essaient justement de couper le cordon ombilical, de se démarquer et de se détacher de tout ce qui peut être nauséabond. Parce que oui, pour mieux réussir en France, ceux qui ont réussi, en tout cas, sortant de la diaspora africaine et qui ont réussi en France, ils savent que le meilleur moyen, c'est de couper le cordon ombilical avec la soi-disant communauté. Donc, oui, arrivé en France, c'était pas du tout évident. Et avec tout ce qu'il y avait déjà en tête, et après qu'on arrive ici, il y a une autre culture, il y a d'autres gens, il faut savoir faire le tri. C'est vrai que c'est là où l'éducation compte énormément. Parce que là, on se rend compte que les préceptes ou les principes que nos parents nous ont enseignés, soit ça nous enfonce parce qu'on a reçu une mauvaise éducation, soit ça nous sauve la vie parce qu'on a reçu une bonne éducation. Et j'ai eu de la chance, moi, ça m'a sauvé de la vie. Alors justement, on va en reparler bien sûr de tout ce qui t'a aidé à justement devenir la personne que tu es. Avant cela, j'aimerais te faire réagir. Qu'est-ce que tu penses des théories dites décoloniales qui tentent de montrer les conséquences de la colonisation et qu'elles se font sentir encore aujourd'hui? Rokhaya Diallo, elle est le porte-étendard de ces thèses. Elle t'inspire quoi? Tu comprends ces positions? Non, j'ai du mal à comprendre ces positions, pardon pour l'expression encore une fois, mais parce que je suis assez brute de décoffrage. Je pense que Rokhaya Diallo, c'est un clown. C'est-à-dire que elle va venir nous expliquer qu'elle est le porte-étendard de la voix africaine, mais en réalité, c'est tout le contraire. Elle a un parcours, elle a fait de grandes études, elle s'exprime très bien, et la position que Rokhaya Diallo a justement dans la société aujourd'hui n'est pas la position de quelqu'un qui est opprimé. En réalité, son témoignage devait servir à l'inverse de ce qu'elle dit. C'est qu'elle est la preuve, justement, que si on veut, on peut réussir. Si on fait des études en France, en tout cas, on peut réussir. Que la France, justement, offre la possibilité, peu importe ta couleur de peau, si tu as la volonté, que tu as fait les études et que tu t'es pas laissé abattre par tout ce qui peut, justement, décourager n'importe quelle personne, indépendamment de sa couleur de peau, si tu peux, en tout cas, si tu veux, tu le fais. Tu y arrives. Elle est la preuve qu'on peut y arriver. On lui donne la parole, elle s'exprime dans les médias, elle rencontre des personnalités influentes, elle est pratiquement, j'ai envie de dire, au sommet d'une certaine hiérarchie, si vous voulez, de la société. Elle vit mieux que certaines personnes en France. Et je m'attendais à ce que un parcours comme le sien, en tout cas, inspire, en ceci que, voilà, la vie, forcément, n'est pas facile, peu importe qui on est, peu importe la couleur de peau, surtout quand on vient d'un background, c'est-à-dire d'une famille qui n'a rien. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'elle serve ce genre de discours-là, le discours de la méritocratie. Mais, voilà, elle a choisi de s'ériger en prophète de la victimisation, en expliquant aux Noirs que, voilà, en réalité, votre couleur de peau fait de vous des handicapés, parce que c'est ça son discours. Son discours, c'est que à partir du moment où vous êtes noir, vous êtes automatiquement une handicapée ou un handicapé. Et si vous vous retrouvez dans une société complètement blanche, eh bien, vous avez moins de chances que les autres de réussir, alors que c'est complètement faux. Elle en est la preuve. Elle en est la preuve. Là où Rokhaya Diallo est aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'atteignent même pas son carreau ou qui ne vivent même pas comme elle vit. Et donc, oui, pour moi, c'est ce genre de discours qui me pose un véritable problème. Il y a un autre sujet aussi qui est souvent soulevé, c'est la question de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage. C'est quelque chose d'important pour toi? Franchement, non. C'est-à-dire que, ben oui, qu'est-ce que vous voulez que moi, personnellement, je commence à m'offusquer et à mal dormir la nuit parce que je me dis que, je sais pas, moi, il y a 10 générations de cela, peut-être un ancêtre ou un aïeux a été un esclave en France ou ailleurs. Soyons sérieux 2 secondes. Là, il y en a beaucoup et en France qui considèrent que les Français d'aujourd'hui sont responsables des actes de leurs ancêtres et qui doivent donc réparer les conséquences de l'esclavage. Justement, c'est là où on n'est pas d'accord. Moi, j'appelle ça de la schizophrénie, justement, parce que vous pouvez pas être, je sais pas moi, 10 générations après, vous n'avez ni vécu l'esclavage, ni vécu la colonisation, vous n'avez jamais été fouetté votre vie. Il y en a même certains qui connaissent même pas ce que c'est qu'un champ. Donc, comment ça se fait qu'ils dorment la nuit et ils se voient en train
de récolter de la canne à sucre ou du coton dans des champs et elle se dit, tiens, je suis esclave et les Blancs m'aiment pas, le système ne m'aime pas. Ça, c'est de la schizophrénie et moi, j'encourage ces personnes à aller consulter un psy, sincèrement. Parce que le passé est fait pour justement se rappeler que le passé a été assez horrible et qu'il ne faut pas reproduire les mêmes conneries dans le futur, encore moins dans le présent. Donc, comment on peut vivre en se mettant en réalité des chaînes? Parce que là, pour le coup, c'est nous-mêmes qui nous enchaînons. Est-ce que l'esclavage est arrivé? Oui. Est-ce que ça a été les périodes les plus sombres de la race noire ou des peuples noirs ou des peuples africains? Oui, inévitablement. Mais est-ce qu'on doit continuer de s'arrêter dessus? Je pense que non. Pour la simple et unique raison que ceux qui sont là aujourd'hui, justement, ne sont en aucun cas responsables. Ce n'est pas parce qu'ils ont la même couleur de peau qu'ils sont forcément les descendants de ceux qui ont tenu les autres en esclavage. Tout le monde n'était pas des esclaves. Tout le monde, les familles qui détenaient des esclaves, c'était des familles bourgeoises, c'était pas des familles prolétaires. Il faut faire vraiment un rebond dans l'histoire pour se rappeler ça. En réalité, les esclaves, c'était pour des grands commerçants, en tout cas les personnes qui avaient de l'argent. Les prolétaires n'avaient pas d'esclaves. Donc encore une fois, on ne peut pas en tout cas tenir responsable quelqu'un qui ne sait rien, qui n'en a rien, qui ne sait pas comment la colonisation ou l'esclavage ou quoi que ce soit s'est passé. C'est vrai, c'est arrivé, mais il faudrait sincèrement qu'on passe à autre chose. Il faudrait assainir les relations entre nous, parce que si on ne le fait pas, on va vers quelque chose qui en réalité, je ne sais pas, ça fait peur, parce que sincèrement, quand on a aboli l'esclavage, la colonisation et tout ça, c'était pour unifier les hommes. C'était pour mettre tous les hommes au même piédestal, au même pied d'égalité. L'idée, c'était justement qu'on soit unis et égaux. Mais si on repart vers ces fissures-là, vers ces fractures-là de la société, parce que c'est ce que veut maintenant les nouvelles évangiles de je suis noir, je suis à part, je suis féministe, je suis à part, je suis minorité, je suis à part. Le but, en réalité, c'est fracturer la société. Et ça va pas nous aider. Et d'une certaine manière, ça va faire renaître les fantômes du passé, alors que justement, on essaye de construire un meilleur avenir. Alors justement, revenons un peu à toi, Stella. Comme je le disais en introduction, tu es en France depuis près de 4 années maintenant. Hein, oui. Tu es arrivée en 2017. Tu étais déjà venue auparavant? Non. Jamais? Jamais. Et pour quelle raison tu as choisi la France pour poursuivre ces études au départ? Alors, je suis venue en France par amour. Ah. Oui, je suis venue en France. C'est une bonne raison. Alors, j'ai fait des études en traduction, donc français, anglais, espagnol, chinois. J'avais le choix et ce qui m'a effectivement décidé vraiment, c'était l'amour. C'est un amour qui m'a fait venir en France. Et même si aujourd'hui l'amour n'est plus là entre cette personne-là et moi, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'était lui. D'accord. Et c'est magnifique parce qu'il t'a permis d'avoir l'amour du pays encore plus. Exactement. Et c'est lui qui m'a enseigné beaucoup de choses aussi parce que lui aussi... C'était un Français donc? Non, c'était... aujourd'hui, il est français, mais c'était un Camerounais. Lui aussi avait un parcours assez exceptionnel. L'aîné d'une famille, orphelin aujourd'hui de ses parents. Et... Le seuil de pauvreté que lui, il a connu, c'est encore pire que le mien, si vous voulez. Mais vous voyez bien que il m'a prouvé encore une fois. C'est là, si tu me parles à moi, il faut que tu me tutoies, parce que sinon, moi, je vais arrêter de te tutoyer. Oui, on se connaît, hein, on est amis en dehors vrai. de l'émission. Donc... en réalité, quand je dis vous, c'est pas que je te vous vois, ouais, c'est générique. Voilà, mais on le dit pour les gens qui nous regardent, qui pourraient s'imaginer que je te manque de respect. Non, voilà, non, on se tutoie dans la vie réelle. Quand je dis vous, c'est voilà, pour vous qui nous regardez, voilà. que le parcours il était possible. C'est-à-dire un parcours je pars de rien du tout. J'arrive avec rien en poche et aujourd'hui, je suis ingénieure, mariée et 3 enfants. Et avec un parcours, en tout cas un parcours qui veut encore une fois qu'on ne soit pas victime. Donc moi, c'est ce genre de parcours, encore une fois, le parcours de la méritocratie qui me parle. Alors ça va peut-être te sembler un peu bête comme question, mais d'abord, est-ce que tu as la nationalité française? Non. D'accord, toujours pas. Tu aimerais l'obtenir? Je vous avoue que je suis en grand débat envers moi-même parce que si je suis cohérente dans mes idées... Tu te sens plus française ou camerounaise? Je me sens française.
Et je ne renie pas mes origines. Et je vous rassure, je ne suis pas en pleine discussion dans ma tête pour me dire est-ce que je reste française, est-ce que je... Non, c'est pas ça la question. Mais je vais vous dire, le fait que j'ai écrit ce livre m'a réconciliée avec mon pays quelque part parce que j'avais énormément de colère en moi. Déjà, quand je venais en 2017, c'était plus colère familiale parce que je viens d'une famille qui n'était pas très unie, qui avait ses problèmes et on a grandi, ma sœur et moi, parce que j'ai une petite sœur, on a grandi dans un foyer qui n'était pas forcément uni. Donc, entre ça, une vie difficile, financièrement parlant, on a envie de prendre une revanche sur la vie. Et maintenant, quand on arrive dans un pays comme celui-ci qui nous offre un éventail de possibilités et qu'on se dit, et quelque part on se dit, si nous autres, si moi en tout cas j'ai eu la chance d'arriver en France, j'aimerais beaucoup que même si tous les jeunes du Cameroun ne peuvent pas venir en France, qu'ils expérimentent en tout cas ce que peut être un système français. Donc du coup, j'étais intéressée à expliquer à ces jeunes-là que, tenez, écoutez, je suis arrivée quelque part, j'ai découvert quelque chose qui marche et j'aimerais beaucoup que vous prêtez l'oreille. Et pour ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est pour ça que je me suis fait connaître dans la diaspora camerounaise et que j'ai milité en 2018 pour une opposition au président actuel. Il y avait des élections au Cameroun et je voulais absolument que les choses changent parce que je connais énormément de jeunes qui ont fait des études, qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, et qui ont des gros diplômes en poche. C'est pas la compétence qui manque, c'est même pas la main d'œuvre qui manque, c'est les opportunités qu'il n'y a pas. Et je voulais vraiment que les choses changent. Donc je me suis battue comme j'ai pu, malheureusement encore une fois avec les mauvaises personnes, pour avoir en tout cas le temps de réaliser et d'apprendre de mes erreurs, parce que quand on est jeune, le sang qui bouillonne et tout, on veut tellement faire les choses bien, mais après, il y a la réalité, il y a les vraies décisions. Et à partir de là, quand j'ai coupé les ponts avec cette diaspora camerounaise-là, c'était une double colère, c'est-à-dire la colère que j'avais initialement avec laquelle j'avais pas forcément réglé mes problèmes, en tout cas mes comptes, et maintenant je me disais qu'avec les efforts que j'avais fournis, je n'étais pas écoutée, pas entendue à ma juste valeur. Et puis, tout ce que je voulais à cette époque-là, c'est écouter, de toute façon, je suis venue en France pour faire mes études, donc je vous envoie vous faire foutre, pardon, et je ne veux plus jamais entendre parler du Cameroun. C'était vraiment ça la décision que j'ai prise entre 2019 et 2020. Au moins mars 2020, début confinement. Et puis quand ma vidéo s'est fait connaître et que j'ai commencé à faire les passages médiatiques et que je... Oui, parce que tu as été révélée, c'est ça, hein, par une vidéo. On rappelle pour les gens qui nous regardent, c'était une vidéo sur quoi, redis-nous? Alors, après le décès de George Floyd, le fait que la famille Traoré ait plagié ce décès-là et expliquer au monde entier que voilà, leur frère également était mort sous les coups de la police et ça a fait tout un tollé en France. J'ai fait effectivement une vidéo pour expliquer qu'on en a effectivement marre de cette escroquerie qu'est Black Lives Matter. Et donc, après cette vidéo-là, j'ai fait énormément de presse et aujourd'hui, voilà, le parcours, c'est que je suis aux grandes gueules. Et je devais écrire en réalité mon livre depuis un moment déjà, mais moi, le livre que je voulais écrire, il devait être cinglant quand même. Il devait être beaucoup plus dur qu'il ne l'est actuellement. Parce que je voulais en réalité déverser, si vous voulez, ouvrir mon cœur et dire en fait ma colère et dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et après, au fur et à mesure que je rédigeais mes lignes, je me suis rendu compte que, en fait, non. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour aider les personnes qui sont ignorantes et qui ne connaissent pas, même si, bien évidemment, après mes propos, il y a beaucoup d'Africains en général qui peuvent pas me voir en peinture, qui me détestent, qui racontent des énormités sur moi. Tu es victime parfois d'altercations, oui, enfin de gens qui t'apostrophent Non, pas dans la rue physiquement, mais toujours sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire... en tout cas, comme je l'ai toujours dit, hein, les propos les plus racistes, les plus méchants, les menaces de mort, en tout cas, je les ai reçus des Africains et pas des Blancs. C'est là où, en réalité, vous n'êtes pas cohérent si jamais vous me regardez. Bref. Donc, à partir de là, quand j'ai soumis mon premier manuscrit à mon éditeur, il m'a mis en relation avec
François-Xavier Consoli, pardon, le journaliste avec qui j'ai fait, parce qu'effectivement le livre c'est un entretien, c'est pas une histoire mais c'est un entretien pour pouvoir expliquer. Et donc je me suis rendu compte que mes séances pour écrire le livre, c'était comme des séances chez le psy, où on explique ce qui va pas, et en même temps il écrivait, il faisait vraiment son rôle de journaliste, mais j'ai découvert un ami aussi parce que il me comprenait, et bizarrement quand je lui racontais des choses, il réussissait à faire des parallèles avec sa propre vie à lui, et à la fin de cet exercice-là, il y a beaucoup de choses qui se sont calmées, donc j'ai réussi à tasser énormément de choses. Donc aujourd'hui, c'est pas que je me sens pas française, je me sens française, mais je comprends, ou si vous voulez, j'ai une pensée, mais vraiment chère et chaleureuse pour mes amis qui sont restés au Cameroun et qui, je pense, auraient peut-être besoin de moi. Et donc, j'envisage des projets pour le Cameroun. Ah oui, lesquels, par exemple? Un travail, créer des entreprises, parce que ce que j'ai appris ici, je pense que je peux créer quelque chose, un cabinet d'expertise en communication, travailler avec des personnes, et élever un certain niveau, élever en tout cas un certain niveau là-bas qui pourrait aider. En tout cas, disons que j'ai beaucoup de projets pour le Cameroun. Si j'ai réussi à les mettre en place, peut-être que je rentrerai, si j'ai la possibilité aussi, parce que je connais beaucoup d'Africains qui veulent rentrer aussi, qui veulent faire des choses, mais malheureusement, le pays d'accueil n'est pas forcément ouvert à l'idée. Et c'est ça qui freine énormément de personnes ici. Alors Stella, revenons à cette arrivée en France. Donc c'était en 2017. Moi, première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis ton arrivée ou à ton arrivée en France en 2017? Vous le croirez pas, mais en 2017, quand je suis arrivée, c'était mon premier jour d'école qui a marqué ma vie en France. Et c'est là que j'ai compris que les Français, je pense que, en tout cas ceux qui vivent à Paris, ils sont constamment entre le chaud et le froid. Parce que je crois que c'est très difficile de vivre dans ces conditions-là. En tout cas, je vous raconte pourquoi. Alors, je suis arrivée et j'avais une famille d'accueil dans le 93. Donc, en attendant de trouver un chez moi, j'habitais dans le 93. Et je partais du 93 pour l'avenue des Chasseurs, où mon établissement Donc, non mais c'est important de dire ça, ta première vision de la France, ça a été le 93. Exactement. D'accord. Où ça en particulier? Saint-Ouen. D'accord. Et la première journée même de classe, on avait ce qu'on appelle une journée d'intégration. Et on avait un panier où il y avait les pays, différents pays, et il fallait tirer au sort comme ça, un pays au hasard. Et ensuite faire le tour de Paris et ramener tout ce qui pouvait être très culturel à ce pays-là. Comme par hasard, mon équipe à moi a tiré l'Afrique du Sud. Et donc, il fallait trouver des éléments qui rapportent, des éléments en tout cas culturels, en tout cas qui rapportent à l'Afrique du Sud. Donc, des vêtements, la nourriture et tout. Donc, pour trouver des éléments qui rapportent à l'Afrique du Sud, où est-ce qu'on se rend? À Château-Rouge. Et donc, je me suis retrouvée à Barbès, Château-d'Eau, Château-Rouge, pour essayer de prendre des photos et tout. Ouais, donc, c'était pas la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées? Ah non, pas du tout. Ah, j'étais choquée. Je peux vous garantir que j'étais choquée. Alors, parce que déjà, je connaissais pas Paris. Je venais d'arriver. Tout ce que j'avais fait jusqu'ici comme trajet, c'était Charles de Gaulle, Saint-Ouen. Je ne connaissais rien d'autre. Et là, je me retrouve dans les transports déjà. Ensuite, à Château-d'Eau, Château-Rouge. Pardon, mais j'ai eu l'impression que j'avais traversé un portail spatio-temporel et que je m'étais retrouvée au Cameroun. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et encore, au Cameroun, les gens, ils sont agréables, sincèrement. Là, je sortais du métro et je me faisais agresser. On me tirait les cheveux pour me demander si je veux me coiffer. C'était des insultes, c'était des cris, c'était des personnes qui parlaient en leur dialecte. C'était de la poubelle, ça sentait. Et là, j'étais choquée. Et quand on vient d'arriver, on se dit que tout ce qu'on voit, peut-être c'est ça la réalité. Parce que le Cameroun, c'est pas grand du tout. Oui, mais enfin, j'ai envie de te dire, là, c'était le melting pot, le brassage des origines. C'était pas le brassage, parce que quand on parle de brassage, on parle de métissage. C'était qu'une seule origine, en fait. C'était que des Africains. Donc, il y avait même pas de blancs ou quoi. C'était que des Africains, en tout cas. Et là, j'ai été choquée. Je me suis dit, si c'est ça, Paris, qu'est-ce que je suis venue faire là?
Et là, j'ai commencé à me remettre en question. Et je pense que pour la première fois, je me suis dit peut-être que j'aurais dû aller en Chine et j'aurais continué de vivre ma relation à distance, on se serait vu. Et je vous assure, il y a eu des idées qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais là? Tu t'attendais pas à ça, en tout cas, à cette image-là en arrivant en France. Je me suis dit en réalité que Château Rouge, Château d'Eau, Barbès, c'était ça Paris. Et j'avais peur. Et tu pensais peut-être que c'était ça la France aussi? Oui. Jusqu'à ce que le soir, encore une fois, le chaud et le froid, on a achevé notre journée à Sacré-Cœur. Et là, oui, j'ai vu des blancs. Là, je me suis dit, ah d'accord, là, on est en France, on est bien dans un pays occidental. Alors ça, c'était pour Paris, mais alors justement, ça me donne peut-être l'occasion de te demander, est-ce que tu as visité d'autres régions de France? Oui, j'ai visité vraiment un peu plus la France. Actuellement, oui, j'ai visité un peu plus la France. Mais ce jour-là, c'était la pire journée de ma vie. J'ai eu froid dans le dos, j'ai eu des sueurs froides. Oui, mais là, tu comprends, pardon, Stella, t'interromps, je vais quand même réagir. Tu comprends, tu peux peut-être choquer aussi en disant ce que tu dis là, parce que il y a l'air d'avoir comme un jugement. Je dirais pas que c'est du racisme, puisque tu... Pardon, mais ce n'est pas du racisme. Je pense qu'au bout d'un moment, le racisme, ce n'est pas de dire les faits. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien augmenté. Donc, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Je pense que je serais tout aussi choquée si moi, par exemple, en allant visiter la Côte d'Ivoire, je découvrais plutôt une population de Chinois ou une population de Français, si vous voulez. Ce n'est pas du racisme que de le dire, c'est un constat. Si je pars du Cameroun pour justement venir en France, faire des études, avoir une nouvelle vie en France, je suis désolée, mais c'est pour la vivre avec des Français. Donc, non, mais tu sais qu'on peut être français et noir. Je ne dis pas le contraire, mais là, justement, c'était pas des Français. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était l'Afrique, ce n'était pas la France. Parce que je connais des Français noirs, je ne suis pas en train de dire que on peut être noir et pas français. Non, pas du tout, on peut très bien l'être. Et ce que je dis, c'est que quand on parle un dialecte qui n'est pas le français, quand on parle, quand on mange du couscous avec des doigts, après j'ai rien contre. Moi, quand j'étais au Cameroun, je mangeais comme ça et je suis pas en train de cracher sur la culture, je veux pas offenser les gens. Mais ce que j'ai vu, si vous voulez, pour moi, ne m'a pas ramené, en tout cas, à la France. Oui, pardon, encore une fois, c'était peut-être des gens d'origine africaine qui étaient devenus français et qui continuaient de parler peut-être leur langue d'origine, peut-être entre eux, et qui mangent les cuisines qu'ils étaient habitués à manger quand ils étaient avant dans leur pays d'origine, mais ils sont malgré tout peut-être devenus aussi français, et donc il y a peut-être ce binôme de culture qui cohabite. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Justement, après le parcours que j'ai eu, je pense qu'il y a une différence entre être africain et vivre à l'africaine, à la culture, à son origine, à ses traditions, et être français ou chinois ou indien. C'est pas du tout la même chose. Et ensuite, il y a ce qu'on dit, il y a une différence entre vivre à la française et être français. Être français, tout le monde peut l'être. Mais peut-être que quelqu'un qui est, excuse-moi, d'origine chinoise ou asiatique et qui débarque dans le 13e arrondissement de Paris où il y a une forte communauté, par exemple asiatique, pourrait avoir, alors dans ce cas-là, selon toi, la même réaction? Bah, probablement. Mais oui, pour la simple et unique raison que... Non, mais il faut peut-être pas tirer de généralité. Non, je ne tire pas de généralité. Je raconte mon histoire. Ouais. Je pense que si j'étais chinoise et que j'aurais rencontré la même communauté chinoise, ça aurait été la même histoire, mais avec d'autres origines. Il faudrait pas que les gens se sentent attaqués ou pensent que j'ai un problème avec les Africains. Non, absolument pas. Voilà. C'est juste que c'est mon explication, c'est mon expérience. Et oui, encore une fois, je pense que quand on part de chez nous, nous autres étrangers, peu importe d'où on vient, et qu'on veut aller dans un autre pays, on veut découvrir le pays et non pas retrouver ce qu'on a laissé. Sinon, ça ne sert à rien de voyager, je suis désolée. Ça ne sert à rien. Quelle est donc la plus-value? Quel est donc l'avantage? Ah bah, il y a certains pays dont on vient parce qu'on n'a pas d'autre choix et parce qu'on veut fuir le pays. Évidemment. Toi, mais on ne fuit sans doute. Pourquoi fuir le pays dans ce cas?
quand on fuit le pays, quelles sont généralement les raisons? Raisons économiques, la guerre et bientôt le climat, comme on va bientôt nous expliquer. Mais juste une chose est sûre, c'est que quand on fuit chez soi, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tout allait bien, on ne fuirait pas. Au moins, est-ce qu'on est d'accord sur ce constat-là? Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où on part de chez nous, parce que justement, ça ne va pas, quand on arrive quelque part, on ne vient pas recréer le chez nous. Parce que quelque part, le chez nous n'est plus là, si ce n'est qu'il est resté dans nos cœurs. Le chez nous, il est resté là où on l'a laissé en partant. C'est ça que je veux expliquer. Et donc, quand on arrive il faut créer un nouveau chez soi en accord avec la société qui est là. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vouloir dicter à qui que ce soit ce qu'il doit manger, comment il doit parler, comment il doit s'habiller. Mais je pense que on peut pas se plaindre d'un système qui serait soi-disant raciste, des gens qui nous apprécieraient pas, et toutes sortes d'accusations, si on fait même pas l'effort, en tout cas, de s'intégrer ou de rentrer dans la société. Alors aujourd'hui, tu as la sensation d'être pleinement intégré? Parfaitement. C'est aujourd'hui, même si tu préfères peut-être le terme assimilé, non? C'est à vous de juger. C'est quoi la différence d'ailleurs entre les deux termes? Bon, alors, certaines personnes ont expliqué qu'il y a une différence effectivement entre l'intégration économique, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui a fait ses études, qui a décidé de garder ses origines et tout, mais qui s'intègre en travaillant, donc c'est une intégration économique, mais une autre personne qui a choisi l'assimilation, c'est-à-dire estimer que voilà... des choix qu'il a entre d'où il vient et là où il atterrit, il préfère effectivement la terre qu'il a accueillie. Certaines personnes font le choix effectivement de l'assimilation et je les comprends parce que j'ai toujours cette image-là, si vous voulez. Pour moi, si vous voulez, entre la terre de départ et la terre d'accueil, c'est un peu comme une mère qui a accouché un enfant, mais qui est dans l'incapacité de nourrir l'enfant. Et donc la terre d'accueil, c'est cette mère adoptive-là qui prend l'enfant, qui nourrit l'enfant, qui élève l'enfant, qui l'habille, qui materne l'enfant quand l'enfant va mal et qui réussit à l'aider à se lever dans la société, à lui trouver du boulot. C'est ça la terre d'accueil. Et donc je comprends que certains finissent effectivement par s'assimiler, donc qui vont au-delà de l'intégration. Moi particulièrement, j'estime que je me suis assimilée par choix et par amour aussi. Parce que quand j'entends les chants des partisans, quand j'entends les histoires des guerres de la France, c'est des histoires, même si je ne les ai pas vécues, qui me touchent sincèrement. Et moi, ça me fait plaisir de les entendre. La culture, l'histoire, les théâtres, les personnes, les gens, c'est un amour que je me suis découvert à aimer. C'est un coup de foudre, si vous voulez. Et donc, je découvre avec plaisir, avec bonheur. Mais d'autres, effectivement, ont fait le choix de ne pas le faire. Et ça, encore une fois, c'est leur choix. Je ne suis pas en train de les juger. Mais j'insiste, encore une fois, sur le fait que on vit dans une société actuellement qui est tiraillée par ces nouveaux concepts qui sont revenus d'ailleurs sur la scène du débat, le racisme, le fait qu'on ait les petites guéguerres entre les couleurs de peau. Je suis noire même pas, je suis jaune même pas, le blond il est le méchant et tout. Non, en réalité, je pense que qu'on arrive dans un monde qui n'est pas le nôtre, soit effectivement on fait comme tout le monde et donc on rentre dans le moule et on va pas faire la différence. Soit on essaye de vivre de façon différente et donc clairement on sera différent. Et à ce moment donné-là, si tu te considères comme différent, comme détesté, et tout, en réalité c'est toi qui t'ostracises de la société et tu te surprends à ce que les gens te regardent différemment. Qu'est-ce que tu penses de la proposition, par exemple, que fait Éric Zemmour de peut-être réinstaurer un service militaire? Est-ce que selon toi c'était le moyen d'être bien assimilé? Moi, j'ai pas eu besoin de faire des services militaires pour m'assimiler. Et je pense que le service militaire, il serait vraiment... Non, mais de manière générale. Oui, de manière générale, il serait intéressant, mais surtout pour les délinquants, pour ceux qui ont un problème avec l'autorité. Et là, pour moi, ce serait tout le monde, en fait, qui se sentirait concerné, peu importe la couleur de peau. Parce que, voilà, j'estime qu'à un certain âge, quand un homme en devenir
a un problème avec l'autorité, qui peut-être il n'a pas de figure paternelle, ou alors que la figure paternelle a échoué dans sa vie, qu'il a eu les mauvaises compagnies, comme ma mère l'a très souvent dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très souvent, quand les jeunes hommes ou les jeunes femmes sont en déviance parce qu'elles ont raté le coche, ils ou elles ont raté le coche de la puberté, ils ont eu X ou Y traumatisme dans leur vie, mais le service militaire peut être un moyen de recadrer la personnalité. Mais ça, c'est pour les délinquants, mais je pense que de prime abord, quelqu'un de normal n'a pas besoin de passer par le service militaire. Stella, justement, au final, est-ce que tu as eu la sensation que la France t'a bien accueilli depuis ton arrivée ? Maintenant, je suis obligée de dire, mais quelle France ? Puisque tu parlais tout à l'heure, des personnes françaises, mais qui vivent autrement ici. J'ai été accueillie par deux France. J'ai été accueillie d'abord par la communauté camerounaise, et pas du tout bien accueillie. Cette France-là ne m'a pas du tout accueillie, au contraire. Elle m'a martyrisée, elle m'a foutue à la rue en plein décembre, en hiver. Et elle n'a pas arrêté de dire des mensonges sur moi, elle n'a pas arrêté de harceler ma famille restée au Cameroun, elle n'a pas arrêté de faire des vidéos pour m'insulter, elle n'a pas arrêté de m'envoyer des menaces de mort. Ça, c'est cette France-là qui ne m'a pas du tout accueillie. A contrario, j'ai eu une autre France, et je n'ai pas, parce que si je fais encore une différence, tu as dit que oui, c'était là, t'exagères. Donc, j'ai eu une autre France qui m'a bien accueillie, qui, quand je disais quelque chose avec laquelle elle n'était pas d'accord, elle ramenait l'argumentation, elle me contredisait, elle m'a aidée, cette France-là, elle m'a soutenue, elle était avec moi, elle m'a accompagnée quand ça n'allait pas. Et j'ai traversé des moments hyper difficiles, surtout pendant la période du Covid, et cette France-là était là pour moi. Alors, écoute, impressionnant ce que tu dis. En effet, ça peut en surprendre beaucoup, je pense, qui nous écoutent. Tu en parlais il y a un instant de cette vidéo qui t'a, à un moment, fait émerger, on va dire, dans le paysage médiatique. Pour revenir un instant sur cette vidéo, suivez donc ce mouvement Black Lives Matter. Est-ce que, pour toi, quand même, Derek Chauvin, puisque c'était cet Américain qui a été reconnu coupable, d'ailleurs, d'avoir causé la mort de Floyd, là-dessus, on est bien d'accord, il était bien coupable de meurtre, et tu trouves ça normal qu'il ait été condamné comme il l'a été. Tout à fait. Comment tu expliques que les théories du racisme systémique trouvent, en revanche, un tel écho en France ? Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé récemment ? Est-ce que c'est lié à Rokhaya Diallo ? Est-ce que c'est lié à des gens qui représentent vraiment un grand mouvement, ou finalement qui ne parlent qu'en leur nom ? Pour moi, ces théories, justement, ont pris un écho en France parce que, comme le dirait mon livre, la France n'est plus la France. Parce que la France d'avant, la France telle que les émissions n'ont pas marqué n'ont pas manqué. Excuse-moi, tu t'interromps, mais tu as dit quand même quelque chose qui m'a un petit peu surpris tout à l'heure. Tu as dit Black Lives Matter, tu as un peu remis en cause ce mouvement. Tu te sens pas concerné par ce terme ? Absolument pas. Alors, explique-moi pourquoi. Déjà parce que moi, quand j'étais au Cameroun, j'aurais bien aimé qu'il y ait un mouvement Black Lives Matter qui vienne soutenir les enfants qui sont traumatisés depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. J'aurais aimé voir les Black Lives Matter former des enseignants pour venir enseigner les enfants. J'aurais aimé voir les Black Lives Matter pour soutenir les personnes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient homosexuelles en Afrique. J'aurais aimé voir des Black Lives Matter pour soutenir les personnes qui vivent comme des animaux en cage, torturés parce qu'elles sont en prison. C'est là où moi, en tout cas, effectivement, la vie des Noirs compte. La vie des Noirs, pour moi, ne compte pas aux États-Unis ou en France. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, pardon, mais voilà, quoi. On vit dans des pays où... Attends, on contextualise bien ce que tu viens de dire. Je vais contextualiser. Voilà. On vit dans des pays où, justement, les droits de l'homme sont respectés. On respecte l'être humain. L'être humain a de la valeur. Même si, encore une fois, la société américaine est différente, fondamentalement et structurellement différente de la société française, quoi qu'il en coûte, les Noirs aux États-Unis, effectivement, ont connu le racisme. Je ne suis pas en train de le nier. Je ne le nie pas. Mais ce n'est pas du tout la même chose en France. Pas du tout. D'ailleurs, des témoignages incalculables
le montre, le déprouve, le démontre, le prouve, et encore, et encore, et encore. Les États-Unis, ce n'est pas la France. Le fait qu'on se soit retrouvé en train de plagier, de calquer des théories farfelues des États-Unis prouve encore une fois que la France n'est plus la France. Parce que la France, telle qu'on l'a connue, en réalité, c'est les États-Unis qui enviaient la France à l'époque. Quand on sortait des guerres, les États-Unis voulaient absolument récupérer la France comme une colonie. Ils voulaient imposer leur système, leur façon de penser ici. La France était une puissance adulée. Mais aujourd'hui, la France est une pâle copie en réalité de cette société-là. La France récupère les miettes, les évangiles bizarres, tordus, fabriqués dans les chaudrons des Américains. Alors que les Français sont un peuple accueillant. D'ailleurs, Joséphine Baker, qui a été panthéonisée il y a combien de... Elle est la preuve vivante que depuis des lustres déjà, elle-même noire américaine, qui d'ailleurs après les guerres, la première et deuxième guerre, est retournée aux États-Unis, est revenue en France nous expliquer que les États-Unis, c'est son pays, mais la France, c'est son amour. Ce sont ses mots. Et on était en quelle année? Après la Deuxième Guerre mondiale? Si elle qui était une noire, en plus noire américaine, complètement de culture différente, en plus anglo-saxonne, si elle a pu s'implanter en France, être riche en France, avoir des enfants, une famille, et a même bataillé pour la France, comment ça se fait que nous autres d'aujourd'hui, des générations de 1900-2000, on n'arrive pas à défendre la France, ni son identité, ni le fait que ce soit une terre d'accueil? Comment ça se fait? Et ces gens de Black Lives Matter, qui se revendiquent de ce mouvement, qui militent et font parfois pression sur les Blancs, tu penses quoi? Qu'ils sont manipulés? Moi, je pense, ce n'est pas que c'est pas de la manipulation simple. Parce que, on va pas se mentir, là, c'est quelque chose, je pense, qui va bien au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer, je sais pas si je dois dire un nouvel ordre mondial, j'ai pas envie de paraître complotiste non plus, mais comment vous réussissez à expliquer qu'ils ont réussi à faire plier même les plus grandes institutions quand on voit les postures de l'Union européenne, de l'Amnesty International, de l'ONU, de l'UNESCO, toutes ces grandes institutions-là qui étaient justement censées être neutres, qui aujourd'hui font des posts pour parler de white supremacy, de la suprématie blanche, ça n'a aucun sens. Moi, je vis en France. Et pourtant, je n'ai même pas encore réussi ma vie, mais je vis clairement mieux que beaucoup de Blancs. Tu penses qu'on se dirige vers une guerre raciale? Parce que parfois, ça en donne l'impression aux Ça États-Unis. en donne effectivement l'impression. Ça en donne effectivement l'impression. Mais que la guerre raciale, je sais pas, moi, arrive aux États-Unis, c'est une chose. Parce que, franchement, fondamentalement, les États-Unis, ils ont toujours été... c'est pas un peuple, comment dire, comme la France, c'est-à-dire qui a un socle commun. Non, il y a eu des Blancs, des Hispaniques, des Chinois, des Noirs. Il y a eu un peu de tout. C'est un mélange de cultures qui a fait un peuple. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que les Américains, quand ça va pas, au moins, ce qu'ils disent, c'est « I am American ». Ils se sentent fiers d'être Américains. Avant de se dire que oui, je suis peut-être noir ou blanc ou chinois, ils disent quand même qu'ils sont Américains. Ça, c'est intéressant ce que tu soulignes. Oui. En France, c'est pas ça. Mais en France, actuellement, il y en a certains qui sont en train de se dire que ne serait-ce que dire que je suis français, c'est être raciste, c'est être suprémaciste blanc. Et c'est pour moi, si vous voulez, c'est ce genre de théorie, je suis désolée, je n'y crois pas une seule seconde. Parce que je peux vous présenter des Français, hein, des abonnés avec qui je discute tout le temps, qui vivent sur le seuil de la pauvreté en France. Et moi, je vis mieux qu'eux. Moi qui suis étrangère et qui est arrivée en France en 2017, il n'y a que 4 ans. Donc, en quoi cette dame-là, par exemple, qui m'a raconté sa vie, est suprémaciste blanche par rapport à moi? Quel est l'avantage qu'elle a d'être française que moi, je n'ai pas? Comme elle vit dans une petite maison paumée quelque part dans le fin fond de la France. Moi, je vis à Paris, je mange ce que je veux, j'achète ce que je veux, je porte ce que je veux, j'ai la marque de téléphone que je veux, je travaille quand je veux, comme je veux, je touche pas d'aide. En fait, ce que je veux, je fais. Il y a rien qui me met de barrière. Mais cette dame avec qui j'ai discuté, elle me dit, Stella, écoute, je suis vraiment désolée, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais je peux même pas acheter ton livre parce que je n'ai même pas l'argent pour manger. Vous vous rendez compte? C'est énorme. En quoi cette dame-là est suprémaciste blanche ou alors en quoi elle vit mieux que moi qui suis en France? Donc au bout d'un moment,
il faudrait quand même qu'on fasse face à la réalité. Et la réalité, elle est la suivante. C'est que c'est une guerre de classe, c'est-à-dire les pauvres contre les riches, ça c'est clair. Mais c'est pas une guerre de race. Alors on suppose que ça a dû te faire sursauter quand tu as vu, tu en parlais tout à l'heure un petit peu d'Assa Traoré et de sa famille. C'est évidemment, ça renvoie à l'affaire Adama Traoré. Pour toi, tu as des mots très durs sur cette famille. Quand tu as vu qu'Assa Traoré elle a fait la une du Times, on le rappelle, qu'elle est devenue l'une des égéries de grandes marques de luxe comme Louboutin, ça a dû te faire agir? Moi, personnellement, qu'elle devienne l'égérie, je sais pas moi, de Louboutin, de Christian Dior, sincèrement, je n'en ai rien à foutre. Ce qui me pose problème, c'est ce qu'elle sort de sa bouche. C'est l'évangile qu'elle distille aux enfants, aux jeunes qui la prennent pour exemple. Je n'arrête pas de le dire. Les Traoré au Cameroun, ils seraient tous morts. Et ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. Au Cameroun, quand tu voles quelque chose chez quelqu'un et que tu te fais attraper, la justice populaire est de rigueur. Et je pense que je ne m'avancerai pas ou ne dirai pas de conneries si ce n'est pas dans d'autres pays d'Afrique. Quand tu voles chez quelqu'un et que tu ne fais pas attention et qu'on t'attrape, tu es brûlé vif ou castré ou démembré. Donc, les enquêtes ont prouvé et démontré que ses frères étaient des voleurs, des braqueurs, des agresseurs et des dealers de drogue. S'ils étaient au Cameroun, s'ils étaient au Mali, leur pays d'origine, ils seraient plus en vie. Donc, ces personnes-là, justement, les Traoré et même tous ceux qui réfléchissent comme eux, qui sont nés en France, parce que c'est le fruit d'une certaine génération et d'une certaine éducation, qui sont nés en France, même si, soi-disant, ils ont été parqués dans les quartiers pour reprendre leurs expressions, parqués dans un quartier ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir. J'ai habité dans le 93, tout comme j'ai habité au Vésinet, tout comme j'ai habité à Cergy. On peut très bien déménager, on ne nous enferme pas dans les quartiers. Encore une fois, à ma dernière émission, d'ailleurs, au Grande Gueule, on disait que la ville de Lille a mis à la disposition des jeunes jusqu'à 17 ans des transports gratuits. Ça, c'est la France. Bibliothèque gratuite, ça, c'est la France. Quand on est étudiant, tu vas aller au cinéma, tu vas aller au restaurant, partout tu veux aller, tu veux prendre des transports, tu veux même voyager, c'est moitié prix. C'est tarif avantageux pour les jeunes, pour les étudiants, même quand, comme on dit, et pourtant je ne suis pas une grande fan d'Emmanuel Macron, même dans son programme Un jeune, une solution, tout est mis en place, en tout cas en France, pour que si tu es jeune et que tu viens d'un milieu défavorisé, que tu aies le nécessaire pour ne pas finir pauvre. Mais comment ça se fait que certains restent cloîtrés justement dans ces quartiers-là, sous le prétexte qu'ils sont noirs, ils ne veulent pas en sortir et ils se retrouvent en train d'être des dealers. Et c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire que, encore une fois, les gens comme les Rokhaya Diallo alimentent ce système-là. Vous êtes noirs, vous êtes des handicapés, donc vous ne pouvez rien faire. Vous êtes noirs, vous êtes des handicapés, on ne vous aime pas, tout le monde vous déteste. Et là, de prime abord, quand cet évangile-là rentre dans le cerveau de ces jeunes-là, premièrement, quand ils voient un homme blanc ou une toute autre personne d'ailleurs qui n'a pas sa couleur de peau, ils voient un ennemi, ils voient un potentiel agresseur. Et de prime abord, ils disent, pourquoi faire d'efforts dans ce cas? Puisque de toutes les façons, peu importe l'effort que je vais faire, bah, ça va servir à rien. Je trouverai pas de travail, on ne m'aimera jamais, on me donnera pas de maison. Moi, je fais comment pour louer une maison en France? Je fais comment? Je fais pas de la sorcellerie, j'ai pas de famille ici. Je fais comment, moi, pour trouver une maison en France? J'ai fait comment pour travailler en France? Comment j'ai fait? Si j'ai pu le faire, et pourtant j'ai un cerveau de main et de pied, je pense que beaucoup d'entre nous, on peut le faire. Je le pense sincèrement. Peut-être que tu as plus de volonté que d'autres. Exactement. Et je pense que tout, c'est une histoire de... La vie, c'est une question de volonté. Honnêtement, Stella, tu n'as jamais, ici, tu peux le dire face aux caméras, oui. Tu n'as jamais eu à faire face à ce qu'on pourrait appeler des délits de faciès, des contrôles aux faciès parce que tu es noir, ou même à des formes de discrimination au travail, dans ta vie sociale, ou même, si j'osais, dans les médias. Est-ce que tu peux nous dire vraiment que tu n'as jamais été victime de racisme? Ah, mais j'ai déjà été contrôlée. Mais pas par la police, par la RATP.
Parce que quand tu n'as pas de titre de transport et que tu te fais contrôler par la RATP, bah, tu payes une amende. J'ai déjà été contrôlée par la RATP. Je pense que malheureusement... Non, mais tu sois contrôlé, ça malheureusement peut être, pour moi, l'agent, il était noir, il n'était pas blanc. Mais oui, mais ce que je te demande, c'est Eric, je suis en train de me foutre de ta gueule, non, là, en fait, c'est tout. Donc, en d'autres termes, je vais te dire, Eric, quand je suis arrivée en France, entre septembre et décembre, je cherchais du boulot. Donc, un mois et demi. Et je ne trouvais pas de boulot. Et là, mon cerveau, il a commencé à cogiter. Ah, c'est sûr que ce racisme-là encore, j'arrive même pas à trouver le boulot. Même au McDo, je trouvais pas de boulot. Et je me suis dit, sûrement, c'est ça. Sûrement, on me déteste. Sûrement, dès que je dépose mon CV, dès qu'ils voient mon nom, Kamgala, en fait, c'est ça qui le fait. Ouais, mais là, t'es ironique, mais non, mais reconnais... je te dis que c'est la vérité. C'est pas de l'ironie. C'est la vérité, ce que je te raconte. Vraiment. D'accord. J'ai eu du mal à trouver le boulot les 2 mois après mon arrivée en France. Mais sauf que je rencontre un Camerounais... Bon, bah ça, c'est une réalité, donc. C'est pas fini. Ouais. Je rencontre un Camerounais. Et j'étais en mode de me plaindre. Ah ouais, mais je cherche du boulot, je trouve pas. Et ça commence à être lourd. Je suis étudiante. Il faut que je me nourrisse. Il faut que je dois pas être dépendante. Je me plains vraiment. Et il me dit, mais donne-moi ton CV. Et là, je lui donne mon CV. Il me dit, ça, c'est pas un CV, c'est un torchon. C'est lui qui m'a appris à écrire mon CV. C'est lui qui m'a appris à présenter un CV. Et c'est lui qui m'a formé pour un entretien. Eric, authentique, ce que je te dis. Quand j'ai ne serait-ce que changé la structure de mon CV et que j'ai repostulé après, le 8 décembre, j'avais 2 boulots. 2 boulots étudiants. Je travaillais au Auchan et je travaillais à la Tour Eiffel. 2 boulots étudiants, ne serait-ce que la structure de mon CV. J'avais encore tout mon accent camerounais, maintenant il est un peu écorché, mais j'avais tout l'accent, la blédade par excellence. Mais je te dis, le 8 décembre, j'avais 2 boulots étudiants. Parce que je me suis remise en question, parce que j'ai écouté un conseil, parce que j'ai réécrit mon CV et parce que j'ai appris à me vendre. Et donc ça n'avait aucun rapport. Aucun rapport avec ma couleur de peau. Et donc tu peux aujourd'hui dire, tu reconnais que les Français, selon toi, ne sont pas racistes. Attends, j'ai pas fini. Globalement. 1 an et demi après, à Auchan, job étudiant, tout le monde me disait, mais Stella, qu'est-ce que tu fais là? Oui, on voit très bien les études que tu fais, qu'est-ce que tu fais au Auchan. Mais moi, je m'étais dit, de toute façon, c'est un job étudiant. Alimentaire. Voilà, c'est un job étudiant. Donc, tant que ça me donne de l'argent, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. J'avais pas spécialement d'ambition. Enfin, tout mon problème, c'était les études, le job étudiant, c'était vraiment ça le plus important. Et puis, un jour, quand ça a commencé à être un peu tendu, là, parce que j'avais un peu des frictions avec des collègues, je me suis dit, il faut que je retrouve du boulot. J'ai réécrit un CV. J'ai recommencé à me vendre. Là, je suis passée de Auchan à hôtesse. J'ai fait du secrétariat et de l'administration. J'ai travaillé dans des boîtes. J'ai même travaillé au ministère de l'Intérieur. Tu te rends compte? J'ai travaillé chez Zara, j'ai travaillé chez ING, j'ai travaillé dans un groupe Avisto chez les ingénieurs. Je suis rentrée dans des entreprises en France. Au Cameroun, je suis sûre que je ne pourrais même pas traverser la grille, en fait, même comme femme de ménage. Mais j'ai travaillé avec ces gens-là, avec ces patrons-là qui me respectaient. Et quand j'ai commencé à prendre de la confiance, ce que je faisais, parce que j'étais en couple avec un ingénieur, je changeais mon CV, je mettais ses capacités à lui, et comme lui, il aimait bien parler de son boulot et tout ça, je partais à des entretiens me vendre en tant qu'ingénieur et on m'appelait. Tu comprends ce que je t'ai dit ou pas? C'est-à-dire que je me suis tellement donné des défis pour surmonter, pour me survendre, pour me surmonter, pour justement prouver soit que les gens avaient raison, soit que les gens avaient tort. Et je suis en même aujourd'hui de dire que les gens ont tort. À un moment donné, quand on te refuse un travail dans une entreprise, avant de te mettre directement sur la défensive en te disant que oui, on te refuse le boulot parce que tu es noir, dis-toi, est-ce que tu t'es bien vendu? Est-ce que tu as bien réécrit ton CV? Et même si on te refuse le boulot, est-ce que c'est la seule entreprise? Est-ce que tu peux pas trouver mieux ailleurs? Pourquoi uniquement t'attarder sur le fait qu'on t'a refusé une fois? J'ai essuyé plus de 200 refus en France. Comme quoi les refus, ça existe. Mais c'est pas de nature à décourager quelqu'un au point où la personne va se pondre ou alors expliquer à la terre entière que ça y est, je vis chez les Blancs, en même pas on me refuse le boulot. Je vous rappelle quand même que si beaucoup de personnes partent de chez eux
de l'Afrique, de leur pays pour venir en France, c'est justement parce qu'il n'y a pas de boulot d'où ils viennent, ou alors simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne tête ou la bonne relation. Parce qu'en tout cas, moi, pour mon expérience au Cameroun, pour trouver un bon travail, c'est du copinage. Si tu n'as pas le bon copain ou la bonne copine, tu n'as pas le travail. Donc, en gros, vous savez déjà, en tout cas, ce que c'est que la vie difficile, comment ce n'est pas facile d'avoir un boulot de là où vous venez. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en France ou ailleurs, la vie sera forcément beaucoup plus tendre avec vous? Non! Non, je suis désolée, la vie de prime abord, c'est pas quelque chose de tendre. Il faut batailler pour avoir ce qu'on veut. Ah bah ça, pour batailler, tu batailles bien, puisque Stella Camnia, pour les gens qui reprendraient cette émission en cours, donc tu es désormais une chroniqueuse dans plusieurs médias prestigieux, hein, puisque tu participes à l'émission, la fameuse émission Les Grandes Gueules sur RMC. Tu écris de manière assez régulière également dans Front Populaire, hein, de Michel Onfray. Enfin, en tout cas, tu y as présenté quelques vidéos que j'ai vues récemment. Ça a donc pas grand-chose à voir avec tes études initiales, hein. Tu comptes rester dans le monde des médias, ou est-ce que c'est passager et tu veux passer à la politique ensuite? Si, ça a à voir avec mes études. J'ai toujours été passionnée de la politique. J'ai fait... Même si, bien évidemment... Communication politique, il y a la communication, mais il y a aussi politique après. Exactement. Tu penses que tu fais de la politique quand tu es dans les médias? D'une certaine manière. Oui, parce que ça me plaît d'en parler, de discuter et d'échanger avec beaucoup de personnes, d'avoir des avis divergents. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que T'aimes bien ça d'ailleurs, un peu, honnêtement. Je pense que j'aime bien ça et que la caméra m'aime aussi. Non, mais crée la polémique, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que maintenant, bah voilà, les gens, on a tous envie de te recevoir parce que tu oses dire parfois des vérités que très peu te disent, hein. Oui, en effet. Je pense qu'on ne crée pas non plus la polémique pour le plaisir de créer la polémique. Quand il y a une polémique, c'est qu'il y a un problème. Et puis il y a le revers de la médaille, parce que je suppose que ça ne te procure pas que des amitiés. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai très très peu d'amis. Et oui, j'ai très très peu d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de contacts, mais très très peu d'amis, parce que je suis assez... je suis assez très difficile et très exigeante envers l'amitié, en fait. C'est que quelqu'un qui est ami avec moi, il est en couple avec moi, en fait. donc je fais attention à qui je laisse rentrer dans ma vie. Est-ce que tu peux être ami, par exemple, avec quelqu'un qui ne partage pas du tout tes opinions? Politiquement, oui. Oui, ou de manière générale, même sur ta conception que tu as de la France. Est-ce que tu peux être ami avec quelqu'un? Non, je ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas? Non. Ah. Ma conception de la France, c'est une chose. Politiquement, c'est une autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui... Bon, tu es de quel bord politiquement? Allez, est-ce qu'on peut... Là, est-ce que tu peux nous dire... Non, mais de prime abord, moi, je suis de droite. Mes idées politiques sont clairement classées à droite. Et droite, quelle droite? Parce que maintenant, il y a presque autant de droite qu'il y a de candidats. En France, on me qualifierait d'extrême droite, mais je pense que je suis de droite. D'accord. Mais je ne pense pas être extrême non plus. En réalité, quelqu'un qui est attaché à ses valeurs, à ses principes, à une certaine éducation, à qui elle est vraiment, c'est pas quelqu'un d'extrême, c'est quelqu'un qui défend simplement... C'est qui? Ce serait Marion Maréchal, par exemple, pour toi? Non. Marion Maréchal, pour moi, c'était une enseignante, pas une dame politique. C'est-à-dire que j'ai fait des études dans son... Donc tu as été à l'ICEP, c'est ça? Exactement. Donc après, je ne sais pas, j'ai pas vraiment connu Marion Maréchal en tant que femme politique. J'étais pas encore en France, même si j'ai eu des échos, même si j'ai un peu suivi sa carrière, j'ai plus. Tu l'as rencontrée? Oui, mais je te dis que mais tu l'as rencontrée de manière autre qu'un rapport juste d'enseignante à élève. Est-ce que tu es resté en contact avec elle maintenant? Non, d'accord. Et Marine Le Pen, donc... J'ai eu le plaisir de rencontrer Marine Le Pen, en effet. En dehors, en tout cas, de la femme politique, c'est... une personne que j'apprécie beaucoup, je ne saurais pas vous expliquer, c'est comme une fan de Lady Gaga qui aime bien Lady Gaga, voilà, exactement. D'accord, donc tu compares Marine Le Pen à Lady Gaga? C'est une façon de parler, je ne la compare pas, c'est dit que... Non, mais je pense qu'elle va pas lui déplaire, hein. En fait, l'explication est la suivante, c'est que c'est pas une appréciation, je dirais, objective, je pourrais pas vous dire que voilà, je l'aime bien parce qu'elle a défendu tel amendement, ou parce qu'elle était une très bonne députée, ou non, c'est pas ça, c'est juste... que voilà, je me suis dit, c'est une femme qui a énormément bataillé dans sa vie, qui a eu énormément qui a eu un parcours assez difficile, qui a eu un héritage tant au niveau du nom que de l'affaire de famille. Et il a fallu
que voilà, elle gère avec ça entre sa vie de mère de famille, sa vie de femme politique, et je pense que sa vie sentimentale en a pris un sacré coup, je le crois. Et malgré tout, elle apparaît comme une femme forte. Donc il y a des femmes politiques comme ça que moi j'aime beaucoup et donc qui m'inspirent d'une certaine manière. Il y a une autre également que j'aime bien, c'est Rachida Dati. Rachida Dati, c'est aussi une femme quand on regarde le témoignage, qui part également de rien, de nulle part. Bon, Marie ne part pas de rien, mais Rachida, elle part de rien. Elle nous a d'ailleurs raconté que ses parents ne parlaient même pas français. Mais aujourd'hui, vous voyez la sphère politique dans laquelle elle s'est érigée en France. Encore une fois, elle est la preuve que si on veut, on peut. Donc, malheureusement, il y a d'autres femmes comme ça. J'allais citer Ramayad. Ramayad qui a été naturalisée 10 ans après, elle a été ministre de Sarkozy. J'ai été déçue, malheureusement, d'apprendre il y a quelques semaines ou mois d'ici que maintenant, elle était déjà pro Black Lives Matter et qu'elle chantait déjà l'hymne de la victimisation. Mais si vous voulez des parcours comme les leurs, auraient été des parcours, moi personnellement, qui devraient parler justement aux personnes issues des minorités, de l'immigration. Les parcours comme Ramayad, comme Rachida Dati, c'est des parcours qui devraient expliquer à ces personnes-là que vous partez de nulle part, vous n'avez pas de famille. Mais il y a des possibilités, il suffit vraiment de bagarrer, quoi. Des femmes noires en politique, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a évidemment Christiane Taubira, qui va peut-être revenir sur le devant de la scène. Christiane Taubira, en dehors du fait que je ne partage pas son bord politique, c'est une femme qui est très intelligente, on ne va pas se mentir. Et c'est ce que je dis, il n'y en a pas beaucoup. Comment tu expliques qu'il y ait une sorte de plafond de verre pour les... Ah non, je dirais pas plafond de verre. Peut-être qu'il y a un plafond de verre, je ne suis pas rentrée en aujourd'hui, politique. à part Amayad, comme tu le disais, Christiane Taubira, je n'en connais pas beaucoup. Peut-être qu'il y a un plafond de verre, je ne suis pas rentrée en politique. De leader, en tout cas. Je ne suis pas rentrée en politique, donc je ne pourrais pas en témoigner. Mais de ce que je sais, et mon expérience reste assez circonscrite et donc très, très négligeable, mais au moins de ce que je sais, si on veut vraiment, on peut. Moi, ces derniers temps, j'ai vu, il y a 2 femmes, en tout cas, en République En Marche, qui font parler d'elles. Il y a Madame Silla, pardon. D'ailleurs, on a eu Sibeth aussi. Donc, Sibeth Ndiaye, bon, c'est spécial, Sibeth, mais en gros, c'est pas impossible, c'est ce que je veux dire. Et encore une fois, si vous voulez, moi, ce que je prime, encore une fois, c'est la méritocratie. C'est que là où je suis très souvent déçue, c'est que ces personnes-là, d'où qu'elles viennent, un noir arabe, finissent par chanter l'hymne de la victimisation. Pourtant, elles ont déjà parcouru vraiment un certain chemin qui prouve que malgré tout, c'est quand même possible. Maintenant, en politique, je vais pas vous mentir, moi déjà, je suis dans les médias, je suis même pas en politique. Tu pourrais t'engager en politique? Tu es membre d'un parti ou pas? Non, je ne suis pas membre d'un parti. Mais encore une fois, moi déjà je suis dans les médias et je vois déjà ce que ça donne pour les femmes. T'as pas l'impression, excuse-moi encore de t'interrompre, parfois d'être une caution, comme certains d'ailleurs le dénoncent sur les réseaux sociaux? Évidemment, c'est plutôt tes détracteurs. Alors, moi je ne dirais pas que je sais pas si on peut avoir une impression, je sais pas. Toi, t'as l'impression d'être blanc? Non, mais moi je fais partie je fais pas partie de ce qu'on qualifierait une minorité en termes. Je suis pas minoritaire. Non, mais par rapport à la population française, il y a plus de personnes qui sont blanches que des personnes qui sont noires. Mais c'est normal. Il manquerait plus que ça, que j'arrive en France et que je découvre une population d'Indiens et de Chinois. Bref. Donc, je vais arrêter avec mon humour. Mais. Moi, écoute, j'essaye pas d'aller sur ce terrain-là parce que, évidemment, c'est un sujet un peu glissant. Mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est que, évidemment, il y en a pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, dans les médias, excuse-moi, il y en a beaucoup qui te reprochent là, pour le coup, sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'être peut-être quelqu'un qui est utilisé peut-être à l'insu de ton plein gré. Comme diraient certaines personnes. Pour être utilisé à l'insu de son plein gré, ça veut dire que je suis un robot et que je sais et que tout ce que je dis, c'est en effet, c'est méprisant et c'est en effet pas sympathique à ton égard. Et ça veut dire que tout ce que je dis, on me souffle à l'oreille de dire ce que je dis. Tu as l'impression de voir un lutin sur mes os. Non. Donc en gros, non, absolument pas. Je peux te garantir que mes amis, si je pouvais faire une interview sur Zoom depuis le Cameroun, celles qui m'ont connu depuis le Cameroun, tu leur poses toute la question, elles vont te dire Stella, elle n'a pas changé. Et quel regard aujourd'hui les gens du Cameroun elles sont fières de moi. Mes amis proches sont fiers de moi. Et pour revenir à la politique, moi déjà je suis dans les médias. À partir du moment où
tu es un peu connu, ou du moins que tu t'exprimes un peu dans les médias, les gens ne te voient plus, le regard change sur toi. Et donc, ça, quelque part, ça impacte un peu ta vie. Et je peux comprendre qu'il y a aussi le fait que beaucoup de femmes, si elles ne veulent pas s'engager, c'est pour protéger leur vie professionnelle et leur vie privée. Parce que malheureusement, être connu, ça a des avantages et ça a des inconvénients, énormément d'inconvénients. Si tu es quelqu'un de discret qui préfère garder sa vie privée pour elle, surtout sa famille, surtout pour ceux qui sont pères et mères d'enfants, en réalité, ce n'est pas évident de se lancer en politique parce que la politique, tous les coups sont permis, on fait plus attention à l'être humain et toutes les vacheries qu'on peut te balancer. Généralement, les gens, ils oublient très souvent que toi aussi tu es un être humain, que tu as également une famille, que tu as également des enfants et que malheureusement, à l'ère des réseaux sociaux, des médias et d'Internet, tout reste, il n'y a plus rien qui s'efface. Donc, c'est dur. Je comprends pourquoi beaucoup de femmes noires ou arabes n'ont pas forcément envie de se montrer et n'ont pas non plus le courage parce que ça n'incite pas. Quel est le résultat, quel est le salaire de ça, si ce n'est que plus d'insultes et pas vraiment de reconnaissance. Donc, il faut avoir quand même une certaine colonne vertébrale pour être sûr en fait qu'on peut tenir le coup et pas se réveiller la nuit et se dire tiens aujourd'hui j'arrête tout, j'ai envie de me suicider. Donc très souvent je pense que ceux qui veulent même pas aller plus loin en politique, c'est des personnes avant tout qui pensent à leur famille. Alors, tu parlais de ton amour de la France. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? En tout cas, on va donc passer à cette autre actualité qui te concerne. C'est ce livre au titre révélateur qui vient de sortir. Je le disais, on va le revoir à l'image. La France n'est plus la France aux éditions Verbeo. Donc, il y a une maison d'édition qui porte bien son nom d'ailleurs. Alors, c'est là d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre, enfin coécrit puisque c'est un livre d'entretien. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce que ce livre sorte? Alors, il y a la question de la légitimité. Et là, pour le coup, que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, on m'a posé énormément, il y a toujours cette question-là qui est revenue. Pour qui je me prends pour prendre la parole? Est-ce que je suis pas illégitime pour parler au nom des Français? Et quant aux Noirs, c'est tu viens d'arriver, pourquoi tu parles, tu sais pas de quoi tu parles, ça fait pas longtemps que tu es là, pourquoi tu t'exprimes? Et donc, il fallait absolument que je réponde à cette question-là, la légitimité. Donc, aux Africains qui sont en tout cas encore en Afrique et qui me demandent pourquoi je m'exprime parce que j'espère que mon expérience vous serve. Parce que très souvent, même étant encore moi au Cameroun, on a eu très peu de personnes qui ont eu le courage de venir nous dire que voilà, on a été en France et voilà la réalité. Soit elle n'est pas comme on vous l'a dessinée, et donc, quand vous allez arriver, vous allez encore doublement travailler pour vous faire votre place au soleil et donc rentrer dans le moule comme il faut, soit effectivement vous restez au Cameroun. Donc, je prends la parole en réalité pour expliquer à ces gens-là qui sont encore là-bas que si jamais je ne connais pas leur projet, si jamais vous vous expatriez, voilà justement ce qu'il ne faut pas faire. Rentrer dans des groupes, des communautés avec des titres de je suis africain, tu es ma famille, tu es ceci. C'est le meilleur moyen de se perdre. Maintenant, pour les Africains qui sont en France et qui me disent que oui, je viens d'arriver, qu'est-ce que j'en sais? À eux, je réponds, eh bien, qu'est-ce que je n'en sais pas? Parce que vous avez eu beaucoup de chance. La chance que nous autres, on n'a pas eu. Une chance d'ailleurs que vous n'avez même pas méritée pour certains. Une chance qui vous a été donnée par vos parents qui ont transpiré, qui vous ont donné la nationalité. Nous autres, on n'a rien eu de tout ça. Vous avez eu cette chance-là. Qu'est-ce que vous avez fait de cette chance-là? Rien. Aujourd'hui, vous êtes assis chez vous, vautrés dans vos canapés et vous jouez les victimes. Vous avez un système qui vous aide quand vous travaillez. Quand vous ne travaillez pas, il vous aide quand même. Un système qui vous soigne alors que dans d'autres pays, les gens, s'ils n'ont même pas 10 euros, ils peuvent même pas se soigner et ils meurent parce qu'ils n'avaient pas 10 euros pour se soigner. Aujourd'hui, vous avez un minimum syndical quand vous travaillez et peu importe le travail que vous faites, vous êtes au moins payé. Donc, vous ne pouvez même pas vous plaindre que vous n'êtes pas payé. Je peux vous dire que au Cameroun, il y a des gens qui travaillent facilement 6-7 mois et ils ne voient même pas la couleur d'un seul sou. Et ils sont payés au compte-gouttes et parfois pas du tout. Mais ils se disent que c'est toujours mieux de travailler que de ne pas travailler. Donc vous, quelle est votre excuse de dire que vous êtes des victimes du système et qu'on ne vous aime pas et que X est monté et que Y est descendu et que tel ou tel génie est responsable de votre malheur?
quelle est votre excuse? C'est à eux que je pose cette question. Maintenant, aux Français, pour le coup, aux Blancs, je termine. Et pour les Blancs, encore une fois, je ne parle pas au nom de la France. Généralement, quand je suis justement dans les médias, là, tu vois, tu me poses des questions, tu me demandes mon avis à moi. Tu ne me dis pas, Stella, nouvelle porte-parole de la France, qu'est-ce que les Français t'ont dit de dire à nous? Non, je ne représente pas la France. Je ne me représente que moi. C'est mon avis. Je ne parle qu'en mon nom et je m'exprime. Mon message est pour une catégorie de personnes. Même quand je suis dans les grandes gueules, quand on me dit Stella, c'est quoi ton avis par rapport à l'actualité? C'est mon avis que je donne. C'est pas l'avis des Français, c'est mon avis. Donc encore une fois, voilà en quoi mon discours est légitime. Pourquoi la France n'est plus la France? Eh bien parce que normalement, comme je l'ai très souvent dit, le fait quelque part que je me retrouve en France malgré tout, c'est la concrétisation d'un parcours d'éducation. Éducation tant à la maison qu'à l'école. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris, les histoires. Vous savez, comme moi je lisais, j'aime beaucoup Guillaume Apollinaire, et que dans son recueil Alcool, il décrit le pont Mirabeau, la Seine et tout ça. Je pensais pas que ça existait. On nous a appris là pour l'art, là pour le progrès, là pour l'engagement, l'art esthétique. Moi, je pensais que quand il décrivait Paris, qu'il décrivait la Seine, le pont Mirabeau, je pensais que c'était un lieu fantasmagorique. Je pensais pas que ça existait pour de vrai. Donc, quand j'arrive en France et que je vois que Paris existe, que le pont Mirabeau existe, que la Seine existe, que les fables de La Fontaine à Château-Thierry, ils ont un espace qui leur est dédié, ça fait plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est comme si pendant longtemps, j'étais dans un rêve et qu'aujourd'hui, je peux toucher du doigt la réalité. Et ça fait plaisir de me rendre compte que tous ces endroits-là qu'on m'a décrits, qu'on m'a dépeints dans les livres, eh bien, ça existe. Et j'aurais aimé, si vous voulez, apprécier qu'en plus, les gens aussi soient pareils, aussi adorables, aussi accueillants, aussi jovial comme Victor Hugo l'a décrit, en tout cas. D'ailleurs, oui, j'allais te demander quels sont pour toi les grands auteurs français que tu aimes, quel type de livres tu lis. Donc, nous, on a commencé, j'ai commencé mes lectures avec les fables de La Fontaine, les bases. Ça, c'est les fables de La Fontaine, c'est vraiment dès le primaire où dans ton petit cerveau d'enfant, tes parents t'inculquent la morale. La cigale et la fourmi, la tortue et le lièvre, donc le corbeau et le renard. Nous, on nous faisait réciter ces histoires-là. Ma mère, elle nous frappait parce que non seulement il fallait les réciter parce qu'il fallait être à jour à l'école, mais en plus, il fallait retenir la morale qui sortait de l'histoire. Et c'était vraiment ça. Donc, à partir de là, l'enfant sait qu'il faut qu'il fasse attention aux hypocrites, qu'il faut qu'il fasse attention aux beaux parleurs, comme dans le corbeau et le renard, qu'il faut qu'il travaille et pas qu'il se repose sur ses lauriers, un peu comme la cigale et la fourmi, ouais. Il y a dès l'enfance déjà, en tout cas, on a des fables de La Fontaine qui nous accompagnent. Ensuite, on monte avec les classiques de la littérature, Gustave Flaubert, le mariage de Figaro, de Beaumarchais, ensuite Victor Hugo. Et en réalité, effectivement, c'est là qu'on se pose la question, un peu comme Julien Green le disait, le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Est-ce que il faut effectivement lire le livre pour s'évader, ou alors avoir une perspective du livre, comme Stendhal le disait, le livre serait un roman, un miroir de la société. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, dépeint dans le livre, en réalité, c'est des faits de société. Et donc, le livre serait pour le coup une arme au travers de laquelle on dépeint, on dénonce, on décrit, on explique. Et donc, dans ce cas, oui, effectivement, on trouverait des livres qui parleraient d'apartheid, de guerre, de famine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, on grandit avec tout ça, on évolue. Et puis, arrivé en France, effectivement, on se dit, waouh, effectivement, c'est pas, ça a existé. Guillaume Apollinaire a existé, des maisons dédiées à Gustave Flaubert, des bustes, ça a existé et ça fait, voilà, ça nous fait sortir en réalité. Enfin, on se dit qu'ils ont existé, ces gens-là, et vous pouvez pas savoir ce que ça fait de se dire qu'en tout cas, ils ont existé. C'est quelque chose d'extraordinaire.
On va arriver bientôt à la dernière partie de cette émission. Stella, je voudrais maintenant qu'on aborde ce qui va être le principal sujet quand même de ces prochaines semaines. Je pense que tu t'en doutes. Tu vois à quoi je fais allusion. Bien sûr, c'est l'élection présidentielle. Donc, d'abord, avant d'en parler plus précisément, bon, tout à l'heure, tu nous as dit, ce qui est d'ailleurs en soi déjà, merci de nous l'avoir dit, que tu étais une femme de droite. Et là-dessus, j'aimerais quand même te faire réagir parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas être de couleur et de droite. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, en tout cas, voilà, il y en a qui le pensent, que c'est totalement incompatible. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou même leur expliquer en quoi ça n'est pas incompatible? Ah non, je ne peux pas leur expliquer, mais je peux vous expliquer à vous pourquoi ce qu'ils disent est faux. Alors, de prime abord, en réalité, les Noirs, les Arabes, les Africains, tout ce que vous voulez, ils sont tous de droite. Hein. Tous ceux qui viennent vous dire après qu'ils sont de gauche, c'est des menteurs. Oui, je vous le dis... c'est la réalité. Je vous dis pourquoi. Très souvent, dans les médias d'ailleurs... Ça, c'est intéressant. Si c'était un secret de polichinelle, j'ai dévoilé le secret. Je ne le savais pas. Tu veux dire que la communauté noire d'origine africaine en France... Non, pas en France seulement. Tous les Africains sont de droite et d'extrême droite, même d'ultra-droite. C'est limite s'ils ne frôlent même pas le nazi. Ils sont tous de droite. Et je pèse mes mots, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, la preuve en est que Black Lives Matter, déjà, la traduction littérale, c'est quoi? C'est la vie des Noirs compte. Quand on a les Rokhaya Diallo, je vous explique. C'est pas suprémaciste, ça. J'ai pas dit que c'est suprémaciste, mais j'en viens. Quand on a les Rokhaya Diallo qui défendent les thèses de, il faut qu'on arrête de traiter les Noirs par-ci, les Noirs sont montés, les Noirs sont descendus, ou alors que, oui, je suis noire et fière de l'être. L'expression noire et fière de l'être. Je suis fière de mes origines, je suis fière d'être noire, je suis fière d'être camerounaise, je suis fière d'être arabe. Quand il y a un match là et que voilà, aux Champs-Élysées on entend one, two, three, vive l'Algérie et tout ça, et que non, ça me choque pas. Mais c'est vous en réalité que ça choque. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que en réalité, moi, ça ne m'a jamais choqué d'entendre un noir dire je suis noir et fier de l'être. Mais bizarrement, c'est très choquant d'entendre aujourd'hui un blanc dire je suis blanc et fier de l'être. Bizarrement, je ne saurais pas vous expliquer ce qui se passe, mais en tout cas, de prime abord, tous les Noirs que moi j'ai rencontrés, tous ceux qui m'insultent, d'ailleurs qui me traitent de traître à ma race, de Bunchi, pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que je ne serais pas fière d'être noire, ou alors que je ferais tout pour ressembler à un blanc. C'est pour ça, ou une blanche. Mais c'est pour ça qu'on me traite de Bunchi. Bunchi, c'est quoi? C'est noir à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et donc, quand on te traite de Bunchi ou de traître à ta race, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris une position, en réalité, qui va à l'encontre de quoi? De ta couleur de peau. Donc, généralement, ces positions-là, c'est des positions de personnes qui défendent quoi? Leurs origines, leur couleur de peau, leur identité et tout ce qui fait le socle de l'identité. Et donc, l'identité, quand on veut classer, en France, c'est quoi? C'est l'ultra-droite. Alors justement, il y en a quand même un. Alors il le dit pas vraiment comme ce que tu décris, mais il y en a un en tout cas qui, dans cette campagne, a mis les pieds dans le plat. Hein. Tu vois à qui je fais allusion, c'est Éric Zemmour. Il est un peu le trublion de cette campagne. Première chose, t'en penses quoi d'Éric Zemmour? Éric Zemmour, moi j'ai toujours admiré. Depuis le Cameroun, il a une force d'argumentation que moi que j'aime beaucoup, et je pense que si tout le monde, aujourd'hui peut-être il est un peu plus véhément qu'à l'époque. L'affaire des prénoms, écoute-moi, je voulais te faire réagir sur ça, l'affaire des prénoms. Est-ce que c'est pour toi quelque chose de souhaitable que les parents appellent leurs enfants avec un prénom français? Est-ce qu'il a tort? C'est ça la question. Moi je pense que les gens ont sorti cette affaire de prénoms hors de leur contexte. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire à un parent comment il devait appeler son enfant ou pas. Non, c'est pas ça la question. Mais là, il a bien... C'est une erreur ou pas, selon toi? Non, il a circonscrit cette histoire de prénom. Il a délimité, il a parlé de la loi. Et quand quelqu'un te parle de la loi, tu ne peux que le contredire avec la loi. Si tu sors du cadre de la loi pour aller dans le cadre de l'émotion, ça ne sert à rien de débattre parce que vous n'avez pas du tout le même socle. C'est comme pour comparer deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. C'est simple. Donc si Éric Zemmour, hors des émotions, on vous parle du cadre de la loi, parce que jusqu'en 1993, en France, tous les enfants devaient porter un prénom français et le nom devait au moins faire effectivement allusion aux origines. Ça, c'était la loi, dans le cadre de la loi. Laissons les émotions et ceci et cela
on le met de côté, on reste dans le cadre de la loi. Et si on se réfère effectivement à la loi, il a raison. En ceci que, en France, jusqu'en 1997, toute personne qui est née en France, peu importe sa couleur de peau, origine ou pas origine, devait porter un prénom français. La preuve en est que nous autres, qui étions des colonies, ou du moins appartenant à la France, en tout cas les colonies chrétiennes, je suis obligée de le préciser, on a eu affaire à cette loi-là. Je ne connais aucune personne camerounaise qui ait un prénom camerounais. Nous avons tous des prénoms français. Je m'appelle Junistella, ma petite sœur s'appelle Ursula. Et bon, c'est vrai que par exemple, ça ne t'étonnerait pas qu'aujourd'hui, le Cameroun instaure l'obligation d'avoir un prénom camerounais à des gens si, effectivement, c'est la loi. Qui immigrent au Cameroun. Oui. Mais le problème, c'est que tu parles de prénoms camerounais, mais nous... Et qui deviennent et qui acquièrent la nationalité camerounaise. Encore une fois, nous, avec le calendrier chrétien et les origines chrétiennes, on a respecté la loi de la France parce qu'elle s'appliquait en France et chez nous. Bon, en gros, la question que je te posais, on va pas tourner autour du pot. Non, ce qui fait la différence, en réalité, c'est la religion, là, pour le coup. Parce que tous ceux qui ont gardé, par exemple, la culture musulmane ont des prénoms musulmans. Là, c'est autre chose. Alors, on va y revenir ça dans un instant. La première question, c'est donc, tu considères, c'est une question que je te pose, tu considères qu'Éric Zemmour n'est pas raciste? Ben non. Je ne pense pas qu'il soit raciste. Je l'ai déjà eu en plateau, quand il m'a vu, il m'a pas craché dessus, ou alors il n'a pas décidé, tiens, t'es trop noir, je te touche pas. Non, au contraire, il était très agréable et très poli comme personne. Je pense, par contre, qu'il a effectivement des positions politiques qui peuvent amener à débattre. Moi, personnellement... Sur l'islam, alors maintenant, voilà, j'y viens. Tu parlais de religion. Sa position sur la compatibilité entre l'islam et la République. Là, pareil, ça te fait réagir ? Au risque de choquer certaines personnes, parce que je ne suis pas de confession musulmane, ça me ferait un tout petit peu réagir, si vous voulez, parce que moi, en France, je suis venue découvrir en réalité que les personnes, en tout cas, qui ont importé l'islam ici, en tout cas ceux qui sont les porte-parole de l'islam, sont des personnes assez malveillantes, c'est-à-dire les gens comme les Tahab Wahaf et tous ces gens-là, en tout cas, qui parlent au nom de l'islam, c'est des personnes mais vraiment malveillantes. Nous, au Cameroun, on n'avait pas vraiment besoin de dire... moi, j'ai des amis musulmans, mais j'ai une... Tu leur as souhaité une bonne année ou pas? Bah oui, elles m'ont souhaité bonne année. Alors voilà. Elles m'ont souhaité bonne année, elles m'ont souhaité joyeux Noël. Quand tu as vu Maître Gims, là, sur les réseaux sociaux... Il est complètement à côté de ses pompes. L'araignée qu'il a au plafond, elle est en balade. En fait, faut qu'il la fasse revenir. Parce que, encore une fois, au Cameroun, nous, pendant le Ramadan, nous les chrétiens, on allait manger avec les musulmans. Une amie, chaque année, c'était de coutume, c'était même naturel. Chaque année, on allait manger chez elle. Et à Noël, elle venait manger chez nous. Et c'est en France que je suis venue découvrir qu'il y avait une espèce d'extrémisme à laquelle je n'avais jamais été confrontée. La laïcité au Cameroun, ça va de soi. À l'école, déjà, tous les élèves, jusqu'en terminale, en tout cas, il y a encore le port de l'uniforme, donc on est tous égaux. Personne n'est voilé. Personne ne met le voile. Et les musulmans qui sont pratiquants le pratiquent soit à la maison, enfin chez eux de manière privée, en tout cas, dans la sphère politique, c'est très rare. La laïcité va de soi, en fait, c'est tellement normal chez nous. On peut voir des femmes voilées, mais c'est pas la burqa, c'est effectivement des foulards, en fait. C'est même pas pareil, si vous voulez. Donc, et c'est pas extrême. Nous, on cohabite très bien, on s'entend très bien. Il n'y a pas de guerre. C'est en France que je suis arrivée de découvrir, en fait, que le port du voile était encore tout un autre débat, alors que chez nous, au Cameroun, les femmes qui sont voilées savent très bien qu'à l'école, par exemple, elles enlèvent le voile. Il n'y avait même pas de débat. Moi, j'avais des amies à l'école, de chez elles jusqu'aux portes de l'école, elles étaient voilées. Dès qu'elles arrivaient en salle de classe, elles enlevaient le voile. Et puis, on passait la journée tranquille et tout. Et à la fin des cours, elles ressortaient, elles remettaient leur voile. Et puis, la vie continuait. Ça, c'est ce que je connais.
Je suis arrivée en France avant de découvrir que ça faisait débat, alors que non, ça devait aller de soi. Nous, on pratique, pour le coup, une vraie laïcité. Mais tu ne penses pas qu'Éric Zemmour, justement, en adoptant et en faisant de telles déclarations, il stigmatise une partie de la population qui fait une erreur peut-être politique? Je pense que le problème dans ce cas d'espèce, ce n'est pas que Éric Zemmour stigmatise la population, c'est que la population a relâché du lest. Je pense que la laïcité n'est plus si laïque que ça, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Et en réalité, c'est la population qui est devenue un peu trop laxiste sur certains sujets. Et donc, pour peu qu'on vise à gauche ou à droite, ça y est, on crie à la stigmatisation et à l'embarras et à l'agression et tout. Je ne suis pas forcément d'accord avec Éric Zemmour sur tout, notamment sur sa vision de la femme qui doit toujours avoir sa place à la cuisine. Moi, j'ai une revanche à prendre sur la vie, et donc je pense qu'on aurait un débat là-dessus. Mais sincèrement, jusqu'ici, tout ce qu'il dit, je viens de quelque part où c'est mis en pratique. Je voyais d'ailleurs sur son programme de l'école où il disait qu'il devait remettre le certificat d'études primaires, c'est-à-dire que passer de la maternelle, du primaire au collège, il fallait passer un certificat pour montrer que tu as l'aptitude. Ça faisait déjà un tri. Nous, on a le certificat. On a d'ailleurs le probatoire. Le probatoire, c'est un examen qui tamise tous ceux qui sont en première et qui leur donne l'accès en terminale. Et en terminale encore, il y a le bac qui tamise encore. Et là, à la fac, on n'a pas des cancres, si vous voulez. Donc, tout ça, nous, on l'a reçu de la France. C'est juste que les choses ont clairement changé en 20-30 ans d'existence. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de simplifications. Il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées pour justement faciliter la vie des élèves. Il y a vraiment tout qui a été mis en œuvre, si vous voulez, pour faciliter la vie, pour que l'élève aille à l'essentiel, pour que sa vie soit un peu plus facile. Et finalement, est-ce que la facilité en question n'est pas en train de se retourner contre la France? C'est ça. Parce que moi, jusqu'ici, tout ce que j'entends ne m'est pas étranger. Je le vis. Ceux qui sont au Cameroun, qui le vivent encore. Moi, j'ai discuté avec une dame qui a 60 ans et qui m'expliquait que quand elle était en terminale, il y avait ce qu'on appelle la terminale A4 espagnole. Mais la terminale A4 espagnole, c'est la terminale que j'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est terminale littéraire. C'est plus du tout la même chose. Même le bac n'est plus écrit de la même façon. Donc, en France, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour moderniser, faciliter. On vous caresse énormément, si tu veux, dans le sens du poil. On essaie de vous faciliter, ça va aller, tout. On essaie de vous cajoler et tout ça. Nous autres, on croque encore la vie, tu vois, c'est encore dur. Voilà. On arrive bientôt au terme déjà, de cette émission. Stella, d'abord, pronostic pour cette campagne présidentielle. Tu vois qui au second tour? Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu sens plutôt favorable, à qui tu pourras apporter ton soutien? Non, je n'apporterai mon soutien à personne. Déjà parce que, voilà, à cause de ce que je fais dans les médias, je dois être neutre. J'ai dit que j'étais de droite, déjà je perds en neutralité, mais ça ne veut pas dire que je suis pas, je suis pour le débat. Ça restreint un peu. Je reste quelqu'un de très très pour le débat. Il y a des députés de la République en marche avec qui je m'entends très bien, avec qui je discute, et très souvent je leur dis mais tu sais, et moi j'essaie de me convertir, j'essaie aussi de leur convertir, je dis tu sais t'es pas en marche, hein, t'es de droite. Ils me disent mais non c'est toi qui bref. Donc pour dire que moi je discute avec tout le monde. Bon, tu la vois comment cette élection, second tour présidentiel? Sincèrement je ne sais pas. J'aimerais beaucoup, moi en tout cas ce que j'aimerais, c'est que la droite puisse passer, et pour le coup une vraie droite, pas une droite en papier ou une droite... Donc c'est Zemmour-Le Pen quoi. Je sais pas si c'est Zemmour, jusqu'ici il y a pas... Pécresse, Zemmour-Le Pen. Donc, c'est ça, je dirais ça. Donc je vois pas Pécresse dans ce que tu décris. Malheureusement. Donc c'est entre Zemmour et Le Pen face à Macron, et tu Exactement. penses que face à Macron... Et je pense qu'ils ont tout intérêt en tout cas à s'allier, à faire... à s'unir en tout cas. Je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire parce que sinon, encore une fois, comme les fractions, ils vont se simplifier et personne ne passera au second tour. C'était vraiment encore une fois un plaisir de te revoir, ma chère Stella. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière médiatique. On te retrouve bien sûr, tu l'as dit, dans l'émission d'RMC Les Grandes Gueules. Et quant à nous, merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On se retrouve comme d'habitude, même jour, même heure sur cette chaîne, donc dimanche 18h. Et comme je le dis à chaque fois, surtout, restez incorrectible.
shake on the world.